Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le jour pop off, le format sans filet et sans filtre du jour pop. Et aujourd'hui, un épisode assez différent de par son thème, car on va parler music business, jingle et je vous explique tout. Alors je suis aujourd'hui chez Deezer en compagnie d'Asdine Fall. Bonjour Asdine. Salut, bienvenue chez Deezer. Tu es Director of Music. J'ai vu ça sur Quel LinkedIn. accent. C'est quoi ton titre français? C'est vrai qu'on a tendance à utiliser des noms en anglais pour, Ouais. pour nos noms de job, mais ça veut dire tout simplement directeur de la musique, à peu près à la manière d'un directeur de la musique sur une antenne de radio. J'ai la chance de pouvoir travailler avec tous les programmateurs et toutes les programmatrices de Deezer. Donc, c'est des personnes qui sont considérées comme les experts et expertes de la musique, de leur genre de prédilection. Et donc notre travail premier, c'est de travailler sur du playlisting. Donc on est d'abord connu pour faire des playlists éditoriales sur la plateforme. Mais il y a tout un autre pan du travail dont on va parler, je pense, aujourd'hui. J'allais te demander qu'est-ce que ça voulait dire, donc t'as été hyper concis. Ok, C'est cool. cool. Ouais, l'idée de cet échange, c'est vraiment qu'on puisse en savoir plus déjà sur le fonctionnement d'une plateforme de streaming et aussi quel est votre rôle à la fois avec les labels, avec les artistes, avec les fans aussi, les auditeurs, surtout en premier. Tu as parlé de playlisting, c'est un enjeu qui est primordial pour les labels, d'être playlisté dans des playlists éditoriales, comme tu disais, pour la sortie de leur nouveau titre. Ouais, ça fait partie des enjeux primordiaux. On n'est pas les seuls, évidemment, mais on est une branche de l'industrie qui est quand même très importante. Qu'on soit un artiste ou une artiste émergente, ou pas d'ailleurs, c'est très important d'être bien représenté en playlist. Très important aussi d'être bien représenté dans l'algorithme, parce que ça donne des streams, et que les artistes se rétribuent aussi par rapport aux streams. Mhm. J'ai parlé de 7 branches de l'industrie, mais il y a aussi évidemment les concerts, il y a les éditions, donc il y a plusieurs branches qui permettent aux artistes de gagner de l'argent. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le streaming en fait partie. Et ce qu'on fait, nous, dans l'équipe, c'est augmenter la visibilité et les écoutes des artistes grâce à une grosse liste de playlists éditoriales qui nous servent finalement à nous... être en contact avec les utilisateurs, parce que c'est aussi comme ça, moi, que j'ai tendance à appeler l'équipe aujourd'hui, c'est qu'on est un peu l'équipe user relation, c'est-à-dire qu'on est en contact presque heure par heure avec nos utilisateurs et nos utilisatrices, parce qu'on sait ce qu'ils écoutent, on sait ce que ces personnes aiment, et c'est des messages qu'ils nous envoient et dont on tient compte. Parce que les playlists, elles sont faites à la main. Alors oui, nous avons des humains, des êtres humains Ouais. derrière Deezer. Donc c'est une équipe d'une douzaine de personnes aujourd'hui qui sont réparties par genre. Tu vois, par exemple, on a Rod qui s'occupe du rock, du métal, de la musique country. On a Laetitia qui s'occupe de la variété française et de la musique dance. Alexandre qui s'occupe de la pop et des hits. Ouais. Narges qui s'occupe du rap. Georges qui s'occupe des musiques alternatives. Donc derrière beaucoup de genres, on a des êtres humains qui playlistent la musique. Et ce qu'ils font, en fait, c'est aussi analysé par notre équipe data et c'est incrémenté dans notre produit. Donc, chaque décision éditoriale pousse aussi les recommandations algorithmiques. Et donc, on a cet échange avec nos équipes de data. On travaille un petit peu main dans la main pour aussi travailler sur des logiques d'algo. Donc, il y a un mot un peu barbare qui s'appelle algotorial qui fleurit Oula. beaucoup dans les conférences en ce moment. On va peut-être pas aller jusque-là. Ouais, non. Mais ça, en vrai, ça définit quand même assez bien ce qu'on peut faire aussi à l'extérieur de notre travail d'édito. C'est qu'on nourrit aussi l'algorithme avec des humains. Moi, je suis une vieille personne maintenant. Ma date de naissance commence par 19. Je me disais à l'époque, c'était les radios qui faisaient les tubes. Aujourd'hui, est-ce que les plateformes de streaming sont aussi prescriptrices que pouvaient l'être des programmateurs radio? Parce qu'en fait, ça se ressemble un peu, ce que tu me dis, entre des éditorialistes de playlists et des programmateurs radio qui diffusent des titres. Ouais, de toute façon, c'est d'ailleurs intéressant de constater que chez Deezer, il y a une grosse partie de l'équipe éditoriale qui vient de la radio. Ok. Beaucoup de gens ont travaillé comme programmateurs ou programmatrices à la radio. Et donc il y a des liens évidents parce qu'ils ont compris ces métiers, ils ont même exercé ces métiers par le passé. Et aujourd'hui, moi j'ai tendance à penser que les radios aussi écoutent et regardent beaucoup ce qu'on fait. Je sais qu'il y a des radios comme Skyrock, comme Énergie, qui ont besoin d'un écosystème playlist ou d'un écosystème DSP tout simplement pour pouvoir s'engager ensuite sur la défense d'artistes. Donc c'est plutôt des petits 1-2, des petites passes qu'on se fait avec les radios. C'est vrai
moi, j'étais pas dans l'industrie du streaming il y a encore 4 ou 5 ans. Et à cette époque, je sentais qu'il y avait comme un petit peu de froid. C'était l'âge de glace entre les radios et les DSP. Aujourd'hui, le climat s'est beaucoup réchauffé et on discute ensemble. Et on essaie de construire des choses ensemble. DSP, pardon, c'est les services comme Deezer et les autres services de concurrence que je citerai pas maintenant. Mais c'est des plateformes de streaming, si tu veux. De streaming, ça. Ouais. Okay. Et c'est vrai que cette fracture un petit peu DSP radio, elle existait. Moi, j'étais journaliste avant et c'est des choses qu'on documentait beaucoup dans la presse. Aujourd'hui, on travaille un peu plus ensemble, on se rencontre, on se voit en réunion, on se voit dans des conférences aussi, et on essaie d'avancer dans le même sens parce que je pense que c'est un cercle vertueux qu'on essaye de construire pour défendre la musique française aussi, surtout en France, et les artistes que les gens ont envie d'écouter. Moi, je vois que les titres ont vachement réduit. Beaucoup de chansons durent 2 minutes, par exemple. Est-ce que tu penses que ça, c'est aussi des facteurs clés de succès, on va dire, sur le streaming, le fait que les chansons soient plus courtes? C'est une bonne question. Je suis pas persuadé que ce soit lié à l'avènement du streaming. Je pense qu'il y a des époques dans la musique qui dictent un peu le format des morceaux. Les gens qui étaient fans de punk à la fin des années 70, ils avaient l'habitude d'écouter des morceaux qui duraient 1 minute 30. Si tu écoutes certains morceaux des Sex Pistols, certains morceaux des Ramones, ça dépasse rarement les 2 minutes. Donc je pense qu'il y a des formes de musique et des styles de musique qui imposent des formats. Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de rock, j'écoutais beaucoup de rap. Je me souviens que dans le rap, il y avait cette histoire du 3e couplet. Il y avait tout le temps un 3e couplet dans les morceaux de rap. C'est quelque chose qui a disparu aussi aujourd'hui. Mais il y a d'autres choses qui sont apparues, qui sont venues nourrir cette musique. Autotune a beaucoup aidé. Les refrains chantés ont beaucoup aidé, par exemple, si on prend aussi l'exemple du rap. Donc, je suis pas persuadé que le streaming impose une réduction des morceaux en termes de temps, mais je pense que c'est plutôt des paris qui sont faits par rapport à ce qui se passe sur TikTok aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a ces 15 secondes, voire 30 secondes d'attention qui peuvent parfois définir le succès d'un morceau, voire même d'un artiste, et que forcément ça fait partie de la stratégie des labels aujourd'hui de pouvoir être très direct et parfois un peu court. Et d'ailleurs, c'est des choses qu'on analyse nous, très honnêtement, hein, je ne vais pas rentrer dans toutes les statistiques qu'on check, mais tu vois, le temps d'écoute d'une playlist, par exemple, c'est important. Le temps d'écoute d'un morceau, c'est important. En langage un peu tech, on appelle ça aussi le skip rate, mais c'est des choses qu'on regarde, et en vrai, on a des bonnes nouvelles de ce point de vue-là, et on se rend compte que les gens peuvent écouter des playlists, par exemple, au long cours. Toi, demain, si tu reçois des invités et que tu as envie de mettre une ambiance particulière, que tu as envie de faire un dîner un peu calme, bien sûr. Tu peux mettre une playlist comme Piano au calme, par exemple, et à mon avis, tu vas plutôt l'écouter dans la longueur, c'est-à-dire que tu vas peut-être écouter 10, 12 morceaux à la suite. En revanche, si tu te connectes un vendredi et que tu as envie de savoir ce qui s'est passé en termes de sortie, tu vas plutôt te connecter aux nouveautés du vendredi, et là, tu vas peut-être pas écouter la playlist en entier, mais tu vas collectionner les morceaux, peut-être même pas les écouter du tout, mais les garder pour plus tard. Et c'est des choses aussi qu'on analyse nous. Et donc ça, c'est très important parce qu'il y a différentes façons d'écouter des playlists, comme il y a aussi différentes façons, je pense, d'écouter des morceaux. Et moi, je m'alarme pas trop quand je vois qu'il y a certains... allez, je peux dire des vieux journalistes qui critiquent TikTok ou qui critiquent cette révolution technologique en disant que ça affaiblit un peu la proposition culturelle en France. Moi, je suis pas du tout de cet avis. Je pense que c'est cool déjà de rentrer dans une morceau par 15 secondes, ça reste une porte d'entrée et ça permet ensuite de continuer ton expérience en concert et peut-être de devenir fan de l'artiste. Moi, je suis très très attaché au format album. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui le format album est encore utile? Je crois, j'espère, sinon c'est peut-être le moment de rendre mon tablier. Je suis comme toi là-dessus. Moi, j'écoute encore des albums et je suis très content de me rendre compte qu'il y a des artistes qui ont un succès planétaire, qui arrivent à construire des albums avec des morceaux qui se répondent. Là, on sort d'un petit arc Billie Eilish qui a duré 2 ans. Et son album... à elle, exactement. Ouais, parce que c'est un bon exemple. Son album, les chansons se répondent. T'as le morceau suivant qui commence sur le morceau d'avant très souvent. Et c'est une expérience qu'on retrouve même parfois dans ses concerts, dans la façon qu'elle a d'agencer ses setlists. Moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, de me rendre compte qu'il y a des pop stars qui continuent d'interroger le format album, mais qui arrive aussi du coup à marcher sur TikTok et à créer des tendances. Donc les deux sont pas incompatibles. Aujourd'hui, on a tous nos playlists, on est, j'allais dire, comblés dans nos propres goûts, tu vois, parce que des fois elles sont, même les lectures, comment dire, pas les lectures aléatoires, mais le morceau suivant qui apparaît, il est souvent lié à nos goûts. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a moins de grands tubes populaires. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tubes de niche, mais des grands tubes populaires qu'on va chanter au karaoké dans 10-15 ans, j'ai l'impression que ça n'existe plus. Tu crois? Moi, je
pense l'inverse. Ouais, justement. Ouais, je pense qu'on n'a pas forcément encore le recul, tu vois, sur ce que vont devenir des morceaux de Pierre Garnier, par exemple, de Marguerite ou d'Elena, qui fonctionnent très bien aujourd'hui. Des artistes qui sortent de la Star Academy et qui ont beaucoup d'écho. On a à peine 1 an, 2 ans de recul. Donc savoir si ce sera des tubes populaires qui ont défini une certaine époque, je pense qu'il faut laisser passer un peu de temps. Mais je pense qu'il y a des morceaux qui arrivent à concerner, et surtout ceux des artistes que je viens de citer, beaucoup de gens en France. Mais je vois ce que tu veux dire dans ta question sur le fait qu'il y a beaucoup plus peut-être d'artistes de niche aujourd'hui. En tout cas, beaucoup... J'ai l'impression qu'on vit dans des espèces de bulles conversationnelles Ouais. de genres musicaux, on va dire, et qui ont déjà beaucoup de succès, qui peuvent remplir des Bercy, qui peuvent remplir des fois des stades de France. Franchement, moi je suis très peu connaisseur de rap. Je suis incapable de citer par exemple un morceau de Ninho D'accord. qui remplit, je crois, 2 stades de France. Et je me sens un peu con, je t'avoue, parce que je me dis comment je fais pour passer à côté de ça. Même Jul, hein. Franchement, Jul, je crois que je peux citer 2 chansons de Jul. Okay. Et je crois qu'il toi, t'es plus pop à fond. Ouais, mais je pense que tout le monde sait qui est Jul aujourd'hui. Ouais, moi je pense que Jul, tu vois, c'est une pop star. Je pense que Tiakola, c'est une pop star. Ouais. T'as cité Ninho, je pense que à sa façon, c'est une pop star. SDM aussi. Donc je pense qu'il y a des artistes rap qui aujourd'hui ont un succès populaire et ont aussi un écosystème autour d'eux qui est un écosystème de pop stars. Donc je fais pas trop de différence sémantique entre pop pour le rap ou pop pour la chanson ou la variété française. Pour moi, ça participe à peu près du même intérêt. Et ouais, pour répondre complètement à ta question sur les niches, je pense que dans les années 80, les gens, ils écoutaient pas la même musique que leurs voisins. C'était déjà le cas, en fait. Sauf que t'avais pas TikTok, t'avais pas Instagram pour te rendre compte que, au-dessus, au 3e étage, t'avais une fan de Jean-Jacques Goldman, et peut-être que 2 étages plus bas, t'avais quelqu'un qui écoutait les Cocteau Twins, et qui était dans un délire totalement post-punk, new wave, et qui avait vraiment une affinité ultra direct avec son groupe préféré. C'était déjà le cas. La musique était large. Tu vois, moi, t'as parlé de ton âge tout à l'heure en disant que t'avais un 19 devant ta date de naissance. Moi, c'est encore pire. J'ai un 19-8. Donc, tu vois, j'approche dangereusement la quarantaine. Et tu vois, je suis assez vieux pour avoir fréquenté des magasins de disques, des magasins de vinyle. À l'époque, on allait acheter des disques d'abstract hip-hop, on allait acheter des disques de new wave, on allait acheter des disques de house. Donc tout ça était très segmenté. Et donc on se rendait compte qu'il y avait plein de niches différentes et qu'il y avait des pop stars et des superstars de genres totalement inconnus déjà. Sauf qu'on n'avait pas TikTok pour se rendre compte qu'il y avait quelqu'un dont on n'avait jamais entendu parler qui avait beaucoup d'écho autour de lui. Et là où je te rejoins en revanche, c'est sur l'écosystème concert qui a vraiment grossi ces dernières années. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein d'artistes qui peuvent faire l'Olympia, qui peuvent faire Bercy, qui peuvent faire la Défense Arena en France, alors que ça aurait peut-être pas été le cas il y a 7 ou 8 ans. Mais je pense que c'est parce que cette industrie s'est beaucoup développée et que les gens vont beaucoup plus en concert qu'à l'époque. Tu disais qu'il n'y avait pas de sémantique sur les genres. Moi, je pense à une artiste comme Théodora, qui est pour moi totalement une pop star, qui balaye les genres. J'ai l'impression qu'il y a 6 mois, personne ne savait qui c'était quasiment. Aujourd'hui, elle a rempli des zéniths en un claquement de doigts. Ouais. Ça aussi, tu penses que le succès exponentiel d'artistes comme ça, via les réseaux sociaux et via l'accessibilité directement d'un catalogue de streaming, c'est la nouvelle norme, si je puis dire? Je ne sais pas si c'est une nouvelle norme, parce que je pense que Théodora, c'est assez exceptionnel ce qu'elle fait, ce qui lui arrive, et donc je pense que c'est difficile de la comparer à d'autres artistes. Déjà par rapport à la musique qu'elle produit et qu'elle sort, c'est assez fou de se rendre compte qu'elle est capable d'interroger des genres de musique aussi larges. Et puis l'accélération de sa carrière ces derniers mois, c'est des choses qui arrivent peu quand même. En revanche, ma mère, elle a jamais entendu parler de Théodora, je pense, tu vois. Donc il y a encore, et heureusement, de l'espoir et des territoires de conquête pour cet artiste. Et nous, on est déterminés aussi à l'aider parce que c'est une proposition exceptionnelle. Mais c'est un bon exemple parce que elle arrive à remplir des zéniths, tu le dis. Elle a fait des gros concerts là récemment à Willow Green. En revanche, je pense pas qu'elle soit connue nationalement encore. Donc il y a encore du travail. Un autre truc aussi dont on parle peu, c'est la démocratisation de ce qu'on appelait à un moment donné le home studio. Aujourd'hui, si tu es passionné de musique et que tu as envie d'en faire, tu es capable d'en produire et tu peux la livrer sur Deezer dès le lendemain. C'est quelque chose qui est possible. Donc il y a beaucoup plus d'initiatives artistiques, beaucoup plus d'artistes professionnels aussi. Et c'est quelque chose qui change et qui change
complètement la donne par rapport au nombre de morceaux qu'on reçoit déjà nous, tu vois, c'est des centaines de milliers de morceaux qu'on reçoit chaque semaine. Donc le travail, il est immense côté éditorial, et on est très OK pour dire qu'on peut pas tout écouter. Donc on a besoin de filtres. On a cité les réseaux sociaux, ça fait partie des filtres qui nous aident. Aller en concert, ça reste toujours important. Des contacts répétés avec les labels, très souvent dans cette salle aussi, pour écouter des nouveautés, ça nous aide aussi énormément. Et des démarchages. Il y a des gens, je pense, dans les années 80-90 qui envoyaient des CD, qui envoyaient aux radios pour être diffusés. C'est oui. des choses qui existent encore. On est démarchés, nous, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, et tous les éditeurs de musique de Deezer reçoivent encore des demandes. Et donc, moi, je crois beaucoup aussi à cette expérience personnelle. J'adore discuter avec l'équipe quand on se retrouve le lundi dans notre réunion hebdomadaire et que chacune raconte les concerts qui les ont percutés 2-3 jours avant. C'est hyper important, et on a envie en tout cas de garder cette connexion avec l'expérience live. Pourquoi on a l'impression, j'ai cette impression-là, si tu me diras si c'est vrai ou pas, que le genre de prédilection du streaming, c'est le rap. C'est vrai que les artistes rap fonctionnent très bien sur les plateformes de streaming, mais il y a d'autres artistes aussi qui marchent très bien. Je sortais d'une réunion là à l'instant, et je peux pas te donner les détails statistiques qu'on a analysés, mais chez Deezer, on se comporte très bien en termes de part de marché sur des artistes qu'on a cités tout à l'heure, des artistes de la Star Academy par exemple. Et je sais qu'il y a cette croyance récente que la Star Academy a créé une nouvelle pop, ou en tout cas une nouvelle forme de pop musique. Moi, je pense que c'est arrivé peut-être même un peu plus tôt, donc il y avait des signes. Tu vois, un artiste comme Pierre Demar, par exemple, qui a énormément marché avant ce gros effet de masse sur la Star Academy, parce qu'il a bien travaillé avec son label, a réussi, je pense, à atteindre des niveaux de stream et des niveaux de reconnaissance qui étaient peu fréquents pour un artiste qui faisait ce genre de musique-là il y a encore quelques années. Et donc, c'est des signes qu'il y a des choses qui changent aussi et qui bougent dans l'industrie. C'est pour ça que c'est passionnant de travailler là-dessus. On a tendance à dire que le rap est devenu la musique préférée des Français. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas du nord au sud du pays. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur les personnes qui sont abonnées à des plateformes de streaming, le rap fonctionne très très bien, et le rap est la musique préférée de ces personnes-là. Et donc c'est bon signe, c'est évidemment quelque chose de générationnel. Le rap maintenant est une musique presque demi-séculaire, ça fait très longtemps qu'on écoute du rap et du rap français, et donc on est déjà dans une forme de nostalgie par rapport au rap. Tout à l'heure, tu vois, on parlait des morceaux, peut-être, qui étaient des morceaux de légende 15 ou 20 ans après. Là, on a assez de recul pour se dire qu'il y a des groupes comme NTM, comme IAM, Lunatic, Booba, qui sont des artistes légendaires du patrimoine culturel français. Tu vois, je dépasse même le cadre simple de la musique. Donc, on a cette culture rap en France, et je pense que c'est aussi pour ça que le rap fonctionne très bien sur les plateformes de streaming en France. Moi qui suis le nez dans la pop, si je puis dire, j'ai l'impression qu'il y a quand même là, depuis 2-3 ans en tout cas, une vraie résurgence de la pop. Tu as parlé de la Starac sur le plan francophone. On a des Taylor Swift, des Billie Eilish, des Sabrina Carpenter, Charlie XCX, là, qui a un succès incroyable. Comment toi, qui es le nez dans les stats, etc., tu analyses la place qu'a la pop aujourd'hui dans l'industrie ? Je n'analyse pas que dans les stats. Déjà, toutes les artistes que tu as citées, c'est des artistes féminines, les artistes internationales que tu as citées. Oui. Et c'est un signe fort. C'est-à-dire que les femmes artistes, chanteuses se sont emparées de cette pop culture, et c'est quelque chose de surpuissant. Et on s'en rend compte, tu vois, nous, dans les événements qu'on crée chez Deezer, mais aussi quand on se déplace en festival. Ce sont elles qui drainent l'attention aujourd'hui en termes de pop culture. Et donc, c'est hyper intéressant à constater, et on se surprend même, tu vois, du haut de nos grands âges, à vouloir vibrer sur des artistes qui ont 20-21 ans, donc c'est assez cool à voir. Après, je pense qu'en France, on a encore du chemin à faire, parce que ça m'inquiète, moi, de me rendre compte que les artistes qu'on cite, là, sont que des artistes internationaux. Donc évidemment, il y a des succès en France qui sont récents, tu vois. Je pense à Zao de Sagazan, je pense à Marguerite qui a sorti qu'un seul morceau, mais qui marche très bien. Je pense aussi à ce qu'a fait Elena sur son premier album, le premier album de Marine qui vient de sortir. Mais je pense qu'on a de la place pour encore plus de monde. Donc c'est cool d'avoir cité Théodora, mais je pense qu'on a une responsabilité, nous, en tant que plateforme, les labels aussi dans l'industrie, sur la signature de plus d'artistes féminines pour s'emparer de ce phénomène de pop culture et arriver peut-être au niveau des artistes internationaux que tu as cités. Parce qu'aujourd'hui, pour remplir le Stade de France, il n'y a qu'une seule pop star qui peut le faire en France, c'est Mylène Farmer.
Est-ce que tu penses aujourd'hui qu'on peut avoir des nouvelles stars de cette envergure-là? Ouais, alors Mylène Farmer l'a fait, Jul l'a fait aussi récemment, donc je sais pas si Jul est la nouvelle Mylène Farmer. C'est le nouveau Johnny. J'espère que ça lui ferait plaisir. Ouais. On a souvent dit nouveau Johnny. Je préfère l'appeler nouvelle Mylène Farmer. Mais je pense qu'il y a des liens en vrai. Tu vois, Jul, c'est un artiste très populaire aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes de rap aujourd'hui qui peuvent remplir des stades. Mais c'est plutôt une bonne chose et une bonne nouvelle parce que ça veut dire que c'est une musique populaire. Et dans pop, il n'y a pas eu l'air, mais c'est un peu le sens du mot. Et je pense que c'est pour ça qu'on doit se féliciter du succès de ces rappeurs. Tu as cité Nino, on a parlé de Jul. Il y a quand même des artistes en France qui peuvent remplir des stades. Et c'est bon signe. Le but, c'est qu'il y ait plus d'artistes féminines qui arrivent à remplir des stades. Et je parle d'artistes féminines françaises. J'étais au concert de Beyoncé, tu vois récemment, et il n'y a pas de doute sur sa capacité, tu vois, à remplir des stades. La même chose, tu vois, pour Billie Eilish, elle a fait que Bercy, mais je pense qu'elle aurait pu remplir un stade. Mais ouais, c'est vraiment notre inquiétude là et notre motivation aussi de pouvoir accompagner cette nouvelle scène féminine française sur la pop et pourquoi pas sur le rap aussi, de manière à arriver dans ce genre de capacité, ce genre de jauge. On parlait des concerts. Est-ce que pour toi aussi, l'engagement des fans, il a évolué ces dernières années dans le succès de certains artistes? En fait, ce qui est assez fou, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des artistes qui sont capables aujourd'hui de faire l'Olympia, dont peut-être toi, tu n'as jamais entendu parler. Et moi, ça m'arrive parfois de bugger un petit peu sur les programmations et de me dire, putain, ça fait déjà l'Olympia à ce niveau de développement. Donc c'est sûr que les fans se passionnent de plus en plus pour les concerts, l'expérience live. C'est des choses qui grossissent d'année en année. Et c'est super bon signe, ça veut dire qu'il y a une économie à créer, à encore travailler un petit peu plus de ce point de vue-là. Mais d'un autre côté, il faut aussi se rendre compte que c'est dur aujourd'hui d'organiser un festival, par exemple. Donc il y a un peu cette contradiction entre les gros succès et les grosses performances de concerts, surtout à Paris avec des gros remplissages. Mais ensuite, pour avoir le même niveau d'affection et d'intensité sur des remplissages de festivals, c'est plus compliqué et beaucoup de festivals souffrent. Et c'est aussi pour ça que nous, chez Deezer, on soutient énormément les festivals et pas que à Paris. Le but, c'était de se rapprocher de plus en plus des festivals dans toutes les villes de France. Mais le but, c'est aussi de soutenir la création musicale en France. Et on le fait, tu vois, au Rose Festival à Toulouse. On va le faire là très bientôt aux Francopholies de La Rochelle, aux Eurocaines à Belfort. Donc on essaie un peu de quadriller la France pour aussi nous sortir de ce petit microcosme parisien qui parfois est trop dangereux. Et c'est le but. Je dis souvent qu'on est un DSP, du coup, de proximité, parce qu'on est vraiment au contact de nos utilisateurs et de nos utilisatrices, mais aussi des artistes. Et c'est quelque chose qui est possible, je pense, parce qu'on est en France, que tu peux te rendre compte, on a notre QG qui est ici à Paris, et donc on est très proche de l'industrie, très proche des artistes, et on est aussi très proche de nos utilisateurs et de nos utilisatrices en France. Donc on organise énormément d'événements. On a un événement phare qui s'appelle Purple Door où on invite des gros artistes à jouer devant leurs super fans. On l'a fait récemment avec des artistes comme Charlotte Cardin, comme Pierre Garnier, comme Gazo. Et on tient vraiment à ce qu'il y ait une diversité à la fois de genre de musique, mais aussi de parcours et de profil sur scène. Et du coup, vous jouez vraiment un rôle actif, vous, dans la relation entre le fan et l'artiste, ne serait-ce que parce qu'en fait, les fans écoutent l'artiste sur le DSP, comme tu dis. Mais du coup, vous essayez vraiment d'enrichir ça pour différenciant aussi? Nous, aujourd'hui, on veut plus être juste une appli de streaming et d'écoute. On veut être un lien vraiment très direct entre les fans et l'expérience totale qu'offrent les artistes. Donc c'est pour ça qu'on s'investit de plus en plus sur le concert et qu'on a envie même de discuter encore plus avec des partenaires qui sont importants, en dehors des labels, qui sont les managers en direct avec les artistes, les éditeurs, en gros tout l'écosystème qui accompagne un artiste. C'est des choses qu'on fait beaucoup en ce moment. Et c'est vrai que dans la salle dans laquelle on se trouve là aujourd'hui, on a l'habitude évidemment de recevoir les labels qui viennent nous faire écouter leurs priorités, mais on discute de plus en plus avec les managers, les artistes eux-mêmes, les éditeurs. On veut vraiment être proche de cette industrie-là, parce que c'est aussi comme ça qu'on arrivera à donner les messages essentiels à nos utilisateurs. Donc c'est le but de la manœuvre. J'aimerais que tu me parles un peu de toi, justement, et j'aimerais que tu me dises un peu, c'est quoi tes coups de cœur pop de ce premier semestre, là on est en juillet, ce premier semestre 2025? Ce que j'écoute en boucle. En vrai, j'écoute beaucoup de Théodora. Je dois J'ai visé juste en parlant. Ouais, bah oui. Mais déjà avant la réédition, et puis des morceaux très différents, tu vois, je trouve ça cool. Le featuring avec Juliette Armanet, que je trouve très beau. Fashion Designer, qui est l'un des morceaux de l'année. Donc ouais, beaucoup de Théodora, beaucoup aussi de morceaux qui datent, tu vois. Si je suis très honnête avec toi, je suis arrivé au bureau
aujourd'hui en écoutant 3 6 Mafia, donc tu vois, du rap du sud des États-Unis d'il y a 20 ans. Et c'est important qu'on en parle aussi parce qu'on n'est pas que dans les nouveautés, tu vois. La question du back catalogue, parce qu'on a beaucoup parlé de nouvelles sorties, mais la question du back catalogue, c'est-à-dire les morceaux qui sont là et que les gens écoutent de manière organique aussi, c'est très important et ça constitue aussi des parts de marché. C'est toute une culture qu'il faut qu'on travaille, qu'on arrive à remettre en scène. Parfois, ça se passe à travers des tendances TikTok. Il y a des exemples très récents, tu vois, avec Kate Bush qui sont arrivés à Stranger Things, Sophie Elix Bextor dans un autre contexte. Régine. Avec Bref. Céron, tu vois, avec les Jeux Olympiques. Mais à chaque fois que nous, on reçoit ces messages, on essaye de l'amplifier dans notre application. Et c'est-à-dire que l'équipe éditoriale travaille pour créer encore plus de recommandations qui ressemblent aux morceaux qui pop grâce aux Jeux Olympiques, grâce à la bande originale de GTA ou grâce à une série télévisée. Il y a un morceau qui a très bien fonctionné là récemment qui est Messi de Lola Young, donc on sort d'une grosse année Lola Young, mais c'est un morceau qui était sorti 1 an avant la trend et c'est des choses que nous on travaille astucieusement en mobilisant tout notre pool de playlists pour playlister ce morceau à des endroits parfois un peu surprenants pour justement sortir aussi les utilisateurs et les utilisatrices de leur bulle d'écoute. Le but, c'est pas à chaque fois de se connecter à une playlist et d'être sûr de ce que tu vas écouter. Sinon, on est dans une logique où les gens vont plus trop découvrir de musique. Donc c'est important aussi de placer parfois des petites surprises dans les playlists et d'être un peu audacieux sur la façon dont on organise nos programmations. Et pour toi, l'avenir de la pop, c'est quoi ? L'avenir de la pop, c'est toutes les musiques. J'ai envie de te dire que un rappeur peut être une pop star, un artiste de musique électronique ou une artiste de musique électronique peut être une pop star. Et donc c'est plutôt ce syncrétisme et cette fluidité-là que j'ai envie de souligner. Et c'est aussi ce qui a changé beaucoup, moi je pense, depuis que je travaille dans cette industrie, c'est qu'on écoute un petit peu moins la musique par chapelle. Merci beaucoup Azzedine pour ton temps. Merci à toi, merci d'être venu. Cet échange. Merci. J'espère que Théodora aura une belle carrière, encore plus, et que toute la France la connaîtra. Yes, grâce à vous. J'espère que tu l'intervieweras bientôt et que tu lui donneras un peu de force. J'en rêve. Merci beaucoup. À bientôt, ciao. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.